1959, the bossa nova in Brazil changed the history of music. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Stan Getz, even Frank Sinatra. The entire world began singing and dancing to Brazilian music. I read Jeff's article on the bossa nova rage of the 1950s. I asked Jeff to take things a step further. The story, however, became more complicated. One day, I came across a name unknown to me. Who's Tenorio Jr.? Tenorio was one of the top figures of samba jazz during the bossa nova years. What happened to him? Very strange story. He disappeared just like this. Vous venez d'entendre la bande-annonce de They Shot de Piano Player, le sujet de la séance spéciale du jour, et je suis une nouvelle fois, on est donc dans ce format A2 avec Maxime. Et bonjour. Donc, They Shot de Piano Player, on voulait vous en parler, enfin je voulais vous en parler, ça fait partie de mes suggestions pour le coup. C'est une séance spéciale qui n'est pas d'actu, cette fois c'est un film qui est sorti en 2023, que j'avais vu au cinéma à l'époque en 2023, et qui m'avait beaucoup plu par son sujet, par la musique, et par l'artiste dont il était question à travers le film et le travail en fait du journaliste qui va parcourir ce film. Vous l'avez entendu dans la bande-annonce, c'est un film qui parle de bossa nova, de dictature brésilienne, argentine, d'Amérique du Sud et des années 60-70. Dans ces eaux-là, et Maxime, je vais te lancer sur ce travail parce que bon, on n'a pas. Toi, tu as vu son précédent film à ce réalisateur. C'est ça. Donc en gros là, c'est une co-réalisation, c'est peut-être ce qu'on peut dire. Donc il y a Fernando Trueba, qui est un réalisateur espagnol, et donc Javier Mariscal, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, lui, Mariscal, il s'occupe en fait de toute la partie d'animation et de dessin, et Fernando Trueba, lui, va être du côté de l'écriture et de la recherche. Et d'ailleurs, on va voir le personnage en fait qui est mis en scène, si on peut dire comme ça, le personnage de journaliste doublé par Jeff Goldblum, et en fait un double du réalisateur espagnol. Mais j'y reviendrai plus tard, mais peut-être c'est pas leur premier coup d'essai en fait dans l'animation. Ils avaient effectivement, comme tu as commencé à dire tout à l'heure, ils avaient réalisé un premier film en 2011 qui s'appelle Chico et Rita, une fiction donc, qui est inspirée de loin par la vie de Bebo Valdés. Si vous connaissez pas Bebo Valdés, c'est un des plus grands pianistes cubains, qui est arrivé au tout début, si je dis pas de bêtises, des années 20, et qui est vraiment, qui était du coup parce qu'il est décédé, une légende vivante, et qui a inspiré du coup à Fernando Trueba cette fiction, parce que contrairement à They Shot, on y reviendra après, Chico et Rita, c'était vraiment pour le coup de la fiction quasiment pure. C'était une histoire en gros d'amour tumultueuse entre un pianiste, donc Chico, et une chanteuse Rita, qui partaient réaliser leurs rêves aux États-Unis, et qui vont au fur et à mesure s'éloigner puis se rapprocher. Donc c'est une réflexion sur le rêve américain à travers les yeux de ces deux Cubains. Franchement, je vous conseille, c'est très spécifique comme animation et surtout comme dessin. Le fameux Javier Mariscal, il est barcelonais, je crois, de base, et c'est lui qui notamment... il a une approche assez pluridisciplinaire en fait du dessin. Il avait à l'époque, en 92 si je dis pas de bêtises, pendant les JO de Barcelone, c'est lui qui avait fait les mascottes en fait. Après on l'a pas encore dit, je crois que on l'a pas souligné, c'est un film d'animation. On parle de 2 films d'animation. Je crois que je l'ai précisé au moins 2 fois. Okay. Bon, très bien. Mais en tout cas, on vous parle d'un film d'animation. On vous parle d'un film d'animation depuis tout à l'heure. Alors, en tout cas, ce fameux Javier dans Chico et Rita, c'était une approche quasi cubique, quoi. Des fois, c'est au niveau du dessin. Okay. Et disons que c'est une animation, on va dire, pas image par image comme on va avoir dans They Shot, mais une animation, on va dire, moins foisonnante et moins animée que dans ce qu'on peut trouver dans la production, on va dire, américaine notamment. Donc je vous conseille ce fameux Chico et Rita. Et pour revenir du coup à l'ordre du jour... Des shots de Piano Player, non ? Donc, ouais, probablement inspiré ils ont tiré sur le pianiste de Truffaut. Oui, non mais c'est clairement ça, parce qu'il y a des références à Nouvelle Vague, on y reviendra, mais en tout cas ce fameux Fernando Trueba, au moment en fait où il fait Chico et Rita en 2010-2011, il a déjà l'idée en fait, il a déjà découvert le sujet
du coup de They Shot, donc qui est du coup le musicien pianiste, Tenorio Jr. Il savait pas trop quoi en faire. En gros, il est vraiment passionné de jazz. C'est un immense admirateur de cette musique-là. Et comme le personnage dans le film, il a découvert complètement par hasard sur un disque un solo en fait au piano de ce fameux Tenorio, et il s'est posé la question, mais qui est cet homme, comment ça se fait qu'un virtuose pareil est tombé totalement en fait dans l'oubli, ouais. Et donc ça part vraiment de là, et donc pendant environ une dizaine d'années il va faire différentes recherches, il va notamment beaucoup partir en Amérique latine. Honnêtement, j'ai fait pas mal de recherche également aussi de mon côté pour connaître un petit peu l'envers du décor sur la conception du film. C'est pas totalement dit. Donc tout ce que je peux vous révéler, c'est que effectivement il a bossé sur le sujet pendant plusieurs années, mais malheureusement beaucoup de gens aussi qui témoignent en fait et qui font partie de ces créateurs de la musique brésilienne des années 60-70 sont décédés aujourd'hui. Donc et lui, il avait forcément pas d'enregistrement, donc il s'est dit je vais refaire un film d'animation pour faire un peu un espèce de contre-pied total de son premier long métrage, c'est-à-dire faire un documentaire d'animation sous forme d'enquête, voilà. Et remonter du coup à la racine de ce qu'était la vie de ce musicien et comprendre la disparition en fait soudaine de ce musicien pour essayer de mieux saisir le climat politique entre le Brésil et l'Argentine et de manière plus générale de l'Amérique latine sous les dictatures militaires et pendant l'opération Condor dans les années 70. Donc voilà, pour vous faire peut-être un petit documentaire, un petit synopsis. Donc on suit un journaliste de musique new-yorkais. J'ai perdu le nom du journaliste d'ailleurs, ça m'échappe totalement. Bon, qui a environ 40-50 ans, qui est doublé par Jeff Goldblum, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il mène une enquête en fait sur la disparition de ce fameux joueur de jazz Tenorio, Francisco Tenorio Jr., qui est du coup ce pianiste brésilien. Donc tout en célébrant le jazz et la bossa nova, le film en fait capture une période éphémère de liberté créatrice et un tournant dans l'histoire de la musique de l'Amérique latine dans les années 60 jusque, on va dire, à la fin des années milieu des années 70, 76 exactement, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires militaires d'Amérique du Sud. Voilà, c'est ça. Ce que je peux vous dire, moi, peut-être pour vous donner un premier avis sur ce que je pense du film, c'est que c'est extrêmement rafraîchissant de voir un film d'animation se saisir d'un sujet comme ça et de sortir totalement en fait de la fiction. Pour mener en soi une enquête vraiment érudite sur la musique latine et notamment sur le jazz, sur la bossa nova, mais il y a les questions de bossa nova, mais forcément tout ce qui en découle derrière, parce que la bossa nova c'est fin des années 50, avec Jobim, avec Joao Gilberto et plein d'autres. Chico Buarque et tout ça. Ouais, exactement, et Vinicius aussi. Oui. Mais disons que ça a fait naître aussi plein d'autres mouvements musicaux qui vont être au cœur du film. Et d'ailleurs, donc, comme le tropicalisme avec Caetano Veloso et plein d'autres qui seront là dans le film. Donc, si vous voulez, vous avez, pour découvrir et plonger en plein cœur d'un voyage musical, le film est renversant là-dessus, quoi. C'est-à-dire que je connaissais de loin, moi, la musique brésilienne. Et c'est pas un catalyseur, mais disons que c'est un film qui vous plonge pieds et poings liés en fait dans une intimité musicale avec des témoignages en fait successifs de grandes figures de la musique brésilienne et qui vous fait découvrir un petit peu les backstage quoi et qui vous donne voilà un point de vue à la fois philosophique, sociologique et musical sur ce qu'était cette liberté créatrice en fait des années 60-70. Et rien que pour ça, moi, le film, je le trouve extrêmement revigorant et assez merveilleux. Et en plus de ça, il se permet, vu que c'est de l'animation, de recréer des images d'archives ou même en fait de créer des moments en fait par exemple de musicaux où on va être dans un studio d'enregistrement et puis on va assister à ce qui n'a jamais été filmé quoi. Le film d'animation permet ça aussi, permet de recréer des moments qui n'ont jamais existé sur la base de témoignages, ou de fantasmes même du réalisateur. Donc voilà, je m'arrêterai là. Après on rentrera plus précisément j'imagine dans le film. Toi
Et oui, peut-être dernière chose que je précise, j'ai découvert, contrairement à toi, tout récemment, là, juste avant l'enregistrement. Je rêvais depuis 3 ans de le voir et ça y est, c'est fait. Ok. Donc, vu que c'est toi qui a initié du coup cette idée de séance spéciale, c'est quoi ton lien au film ? Moi, ça arrive dans un moment un peu particulier dans mon rapport au cinéma. C'est un film que j'ai vu quand je suis retourné très 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 fréquemment au cinéma. Avant, bon, j'y allais, on va dire, de manière très sporadique. Et j'ai eu une période dans ma vie où j'ai repris un abonnement, quoi, en gros. Et donc, ça fait partie des films qu'on voit un peu grâce aux abonnements aussi, où on se dit, ah tiens, là, je vais voir ça, là, je vais voir ça, là, je vais voir ça. Je l'avais vu en fait dans une. J'avais vu le trailer au cinéma. Alors je devais voir un film d'animation avant parce que c'est souvent ça, ils passent des trailers aussi à thème en fonction parce que c'est un film, il me semble, qui a été, je crois, qui a été sélectionné aux Oscars, un truc comme ça, ou alors qui a gagné des prix et qui arrive un peu, qui sort en 2022 aux États-Unis, il me semble, et qui arrive en 2023 en France. Je crois qu'il a eu son avant-première au festival de Telluride à New York. Et donc, truc tout bête, ce dont je me souviens du trailer à l'époque, c'est qu'il y a Aretha Franklin dans le film. Et c'était Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, pardon. Oui, non, rien à voir. Qui en plus. Un peu quand même, mais bon. Disons que c'est pas les mêmes années. J'ai confondu. Et en fait, j'écoutais beaucoup de musique brésilienne, en tout cas d'Amérique du Sud à l'époque, notamment de Bossa Nova. J'ai eu une période comme ça où j'en écoutais beaucoup. Voilà. Et ce film arrive à ce moment-là. Et donc je me dis, tiens, super chouette, je vais pouvoir aller voir un film sur ce truc-là. Et moi, je m'attends en fait je m'attends pas du tout à quelque chose du genre. Je m'attends vraiment à un espèce d'hommage à la musique brésilienne, ce qui est un peu le cas, mine de rien. Totalement même. Oui, voilà. Mais mais je m'attends pas au film historique et au polar que ça devient dans la seconde partie du film. Et du coup, j'étais très surpris et très agréablement surpris parce que il y a des interviews qui parcourent le film, qui sont du coup illustrées par l'animation. C'était aussi du coup le premier film que je voyais de Fernando Trueba. Je crois qu'il n'en a pas sorti d'autres d'ailleurs, si je me trompe. Si, je crois qu'il a fait un film de fiction peut-être. En live action il n'y a pas longtemps. Bon, dommage. Mais honnêtement, je crois qu'il est vraiment surtout connu pour ces 2 films-là aujourd'hui. Oui, voilà, et il a un public aussi, mais plus en Espagne, je crois, pour ses autres films. Je sais pas ce que ça vaut. Moi, j'ai jamais rien vu d'autre à part ces 2 films d'animation. Alors, moi, j'ai vu que Day Shot de Piano Player, du coup, de lui. Et je suis sorti du film totalement émerveillé. Ça est vraiment, encore une fois, comme j'écoutais beaucoup de musique brésilienne, le film est foncièrement intéressant là-dessus, parce que ça parle d'une époque et ça parle du Brésil des années 50, 60, 70, et un peu de l'Argentine, du contexte aussi politique de l'époque et de ce qu'était le Brésil en fait autour de ces pays-là, une espèce d'îlot, un peu de chaleur et une espèce d'oasis quoi, de culture, et qui était malheureusement interrompue par la dictature, qu'elle soit brésilienne ou argentine ou chilienne, etc. Enfin, déjà brésilienne, parce que c'est bien avant celle de l'Argentine. L'Argentine, bon, j'ai refait mes petites recherches, j'ai bossé un peu mon histoire. Et, oui, mais celle dont on parle précisément, en fait, la disparition du fameux Tenorio Junior, elle se passe du coup en plein centre-ville de Buenos Aires en fin mars 1976, donc c'est-à-dire quelques jours avant le coup d'État militaire et donc le début en fait de la dictature qui durera jusqu'en 83. Et moi c'est drôle parce que pour dire un peu sur ce que tu disais, j'ai eu une grosse phase il y a 2-3 ans de découverte du rock national argentin. Notamment Charly Garcia, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, des figures comme ça. Et c'est des gens, bon, surtout les. Javier Milei, tout ça. Ouais, et tout à fait, ouais. Grande figure musicale, roi de la tronçonneuse. Mais en tout cas, bon, Charly Garcia, je sais très bien, et d'autres grandes figures de la musique argentine ont fui et ont été exilés par rapport à leurs mœurs, étant donné qu'il faut se remettre à l'époque que. On va dire que l'arrivée de ces. Comment ? Notamment en France, les Chiliens aussi en France, etc. Oui, bien sûr, il y a eu un exil en fait de milliers de gens et notamment beaucoup d'artistes en fait et d'intellectuels et même de gens du peuple d'ailleurs, étant donné que l'opération Condor, donc c'est l'organisation, on va dire. Entre toutes les dictatures qui ont été mises en place dans les années 70, c'est une organisation générale entre ces dictatures, soutenue économiquement et militairement par les États-Unis,
qui ont tout simplement décidé que Cuba n'allait pas se dupliquer partout en Amérique latine et qu'on allait faire de la répression extrêmement odieuse en partenariat avec la CIA, et donc tout le monde était inquiété, il y avait des descentes tous les jours, les gens pouvaient plus du tout s'habiller comme ils voulaient, sur une simple apparence on pouvait t'arrêter, tu pouvais disparaître et ta famille n'entendait plus parler de toi pendant plus de 40 ans. Il y avait des vols d'enfants aussi. Et donc, quelque part, ce film est aussi la résultante de ce fascisme-là, quoi, et de cette répression absolument odieuse qui était vraiment au centre en fait de la politique de ces pays, quoi. Et effectivement la deuxième partie sous forme un peu de polar pour remonter un peu l'enquête, et ce qui est intéressant, c'est que le film a participé quelque part aussi à l'éclaircissement de ce qui s'était réellement passé, et il prend pas tellement parti, hein. C'est-à-dire que c'est pas JFK ou ça va pas dans du complotisme, c'est que on a identifié en fait le corps de Tenorio, et donc aujourd'hui c'est clair ce qui lui est arrivé, hein. C'est-à-dire on va rentrer dans le spoil, désolé, hein, mais après c'est une affaire historique réelle, donc il faut en parler vraiment précisément. C'est-à-dire que juste avant que tu commences dans le spoil, juste pour finir sur mon avis, c'était juste pourquoi en fait j'ai voulu insister, même parce que quand on a fait la liste c'était en 2026, enfin début 2026 il me semble, des séries spéciales, et on avait notamment des films, notamment Anatomie d'une chute, et on a retiré Anatomie d'une chute pour mettre des shots de piano player, parce que c'est un film 3 ans après qui me reste toujours en tête quand j'écoute de la musique brésilienne, quoi. C'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué là ces 5 dernières années, en tout cas. Voilà. Rentrons dans... Non, mais après je veux rebondir sur ce que tu dis. Moi c'est pareil, hein, c'est-à-dire que ça impulse quand même quand effectivement t'es un peu mélomane ou que du coup t'as un attrait à la musique, ça enfonce ta curiosité. Enfin, en tout cas, ça la déclenche, ta curiosité, ça donne profondément envie de rentrer dans cette culture qui est une culture d'une immense richesse. On s'en rend pas compte avec nos yeux d'Européens, des fois avec nos oreilles un peu trop américanisées. Mais c'est vrai que l'apport de la bossa nova à la fois au jazz, mais en même temps de la musique brésilienne à la musique mondiale, c'est complètement démentiel, et on parle pas de 5 ou 6 compositeurs intéressants. Le film, si vous n'êtes pas familier, donc on va avoir des figures très connues. Encore une fois, si vous êtes un tout petit peu au courant de la musique brésilienne, comme Antonio Carlos Jobim, comme Vinicius de Moraes, on en a parlé tout à l'heure, qui sont vraiment avec João Gilberto, qui sont je le prononce très très mal, mais on va mettra pas des extraits de leurs chansons. Peut-être, on vous fera peut-être écouter, mais voilà, c'est Corcovado, c'est tous ces titres-là. Georges Benjor, etc. Non, mais bien sûr, c'est les Eaux de Mars que vous avez pu écouter aussi dans des versions françaises chantées par Georges Moustaki. Aussi, on parle de Michel Legrand avec Jacques Demy, mais qui a beaucoup travaillé avec le fameux jazzman français là, Nougaro. Oui, qui a travaillé avec Nougaro aussi. Nougaro qui a repris aussi un titre très connu de Chico Buarque ou d'un autre. De Chico Buarque, c'est ça. Qui est. Tu verras, qui est une reprise brésilienne. Non, mais tu sais que je l'ai appris il y a 2 jours, je ne savais même pas ça. Non, je savais pas du tout. Et pourtant, Tu verras, c'est vraiment une des chansons de mon enfance qu'écoutait énormément mon père. Et effectivement, c'est une libre adaptation après. Donc, mais toute la rythmique. Mais je crois que d'ailleurs, harmonique. Il me semble que Buarque adore la reprise de Nougaro. Enfin, il était très flatté. Et Buarque, c'est quand même un grand monsieur aussi. Donc, c'est une effervescence culturelle qui est extraordinaire, parce que effectivement, elle est menacée pendant tout le film. C'est ce qu'on voit aussi. C'est ça. Donc, c'est ce qui est passionnant avec ces années-là. D'ailleurs, ce qui est plutôt drôle, c'est que c'est un bouleversement aussi d'une certaine jeunesse qui va prendre le pas sur la tradition. Et qui va amener une forme de modernité, et Fernando Trueba fait un lien super intelligent avec la nouvelle vague française notamment, où il va faire des séquences animées, je sais pas si tu t'en souviens, il parle où il montre le tournage d'À bout de souffle et des 400 coups de Truffaut, et il montre le lien en fait intellectuel et culturel qu'il y a entre ce qui se passe dans la musique brésilienne à l'époque, et l'ouverture des mœurs aussi que ça provoque chez les gens. La France et le Brésil sont 2 pays hyper proches en fait dans les on va dire dans les populations, c'est-à-dire que les Brésiliens sont plutôt francophiles et les Français sont plutôt brésilophiles. Enfin, c'est des populations qui s'entendent bien en général, un peu comme la France et le Japon sur certains aspects, ou voilà, où il y a des fascinations communes en fait.
Tout à fait, et je pense que cette époque-là a pas mal aidé, justement. Oui, probablement. Cette espèce de partage culturel. Même Mais, jusqu'au football, vous voyez. Donc, bon. Même jusqu'au football, Rappelez-vous, dans effectivement. les années 80, là, on appelait les Français les Brésiliens d'Europe. Donc voilà, pour faire un peu d'histoire. Après, ça vient peut-être aussi du fait qu'il y a une communauté portugaise depuis très Oui, longtemps aussi, en France et bien que, sûr. forcément, au vu de la langue, qu'il y ait des connexions qui se créent. Mais en tout cas, effectivement, c'est passionnant parce que on voit à travers ces témoignages en fait ce que ça représentait pour toute cette jeunesse. Donc, par exemple, on apprend que, moi je savais pas du tout, hein, que la bossa nova, ça vient d'une rue qui est dans le quartier de Copacabana, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, c'est l'allée des bouteilles en français, Oui, parce et qu'en en fait, portugais ça doit être Beco das Garrafas. parce que la première partie du film, en fait, on suit donc ce journaliste d'ailleurs qui est marrant. Son personnage, il est un peu insolent, un peu. C'est très journaliste Jeff musical, Goldblum, quoi, voilà. je trouve. Il ressemble tout à fait à Ouais, Jeff c'est ça. Goldblum, quoi. C'est très journaliste musical, nonchalant, Effectivement, voilà, qui va au Brésil pour totalement un peu kiffer. hipster, Voilà, c'est ça. Et du coup, il a un ami là-bas et qui lui fait découvrir les lieux très connus de la bossa nova au Brésil. Et donc, on apprend avec lui, et donc grâce à l'animation, parce que du coup, il nous fait revivre les moments. Enfin, il nous montre les rues comme elles le sont actuellement et les bars qu'il y avait à l'époque, et notamment les clubs dans et cette les fameuse clubs, allée des c'est bouteilles. ça. C'est simplement, c'est ce qu'il dit, c'est une impasse. C'est Mm. une impasse dans un quartier où il y avait notamment, je sais plus comment ça s'appelle, il y a le Bottles, et il y en a un autre, j'ai perdu le nom, vous ferez des recherches si jamais ça vous intéresse, qui, voilà, à travers ce tout petit lieu finalement, ont créé, ont permis en fait l'émergence d'un genre musical révolutionnaire, quoi. C'est ça qui est fascinant C'est ça. aussi, quoi. Et toute cette première partie du film, du coup, se concentre un peu sur la partie documentarisation de ce style-là, où en fait, Trueba va aller interroger des figures de l'époque, Incontournable, ouais. incontournables, et il arrive, il arrive avec des enregistrements, des voix, qu'il a fait d'ailleurs sur plusieurs années, il me semble, et il va les réadapter dans son film. Et d'ailleurs, ça s'entend un peu au niveau du son, qu'il y a du Ouais, tout à montage, fait. etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a les voix de ces grandes figures. ces grandes figures, et il parle de bossa nova, et puis au détour d'une question, il lui dit: ah tiens, Tenorio Junior, j'ai entendu ce mec là, vous savez qui c'est et tout. Et là, tous les mecs parlent de ce fameux Tenorio Junior en bien et avec beaucoup d'admiration. Comme un peu la grande clé de voûte c'est ça. finalement de ce que représentait la musique brésilienne à l'époque, quoi. Tout à fait. Le plus jazzy des Ouais. pianistes brésiliens, c'est ce Avec qu'ils expliquent. une facilité à l'harmonisation Ouais, bien sûr. au piano assez dingue apparemment. Et donc il raconte ah, moi la première fois que je l'ai vu c'était à ce moment-là, donc ça crée un peu sa légende, et au début personne ne sait comment il a vraiment disparu, quoi. Ouais, non, mais c'est tout à fait passionnant, et puis surtout t'es très ému, enfin vraiment quand t'aimes vraiment la musique et que tu regardes ce film et que t'as déjà une petite culture musicale de ton côté, le moment où il se crée un kiff monumental en mettant Joao Gilberto à la guitare, et la voix off, du coup avec la voix du journaliste dit et je vais aller rencontrer Gilberto. Oui. Miles Davis disait de lui qu'il arrivait à être virtuose tout en lisant un journal, et là tu le vois vraiment interpréter à la guitare. En plus, ce qui est marrant, c'est que Joao Gilberto est mort, je crois, sans dire de bêtises, en 2009, donc en fait c'est un fantasme total, ça ne s'est jamais passé cette scène là, parce Ok, que c'est à partir de 2011 qu'il s'est intéressé au sujet, donc en fait Et il les a pas interviewés parce qu'il est journaliste de base, il me semble. Donc il alors va pas dans des trucs- Joao Gilberto, il y a pas de témoignage, il y a Ok, que la d'accord. musique en fait. Ah oui, donc oui, ça doit être ça alors. Donc après, bon, il y a d'autres figures que moi je connaissais pas, comme Milton Nascimento, ça j'ai découvert. Tu sais, il est dans son espèce de grande maison en plein milieu de la au Texas, la forêt. il me semble, non non, je confonds. tu confonds avec un saxophoniste Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. américain. Parce que ça qui est intéressant, c'est que quand on vous dit que c'est une étude érudite, on essaye vraiment de comprendre d'où ça vient la bossa nova, et effectivement, ce que raconte le film, c'est que ça débarque pas de nulle part. C'est-à-dire que effectivement, le jazz américain a repris après la samba dans un premier temps, puis la bossa nova, elle a intégré dans son langage. Mais la bossa nova,
elle-même en fait inspirée de ce qu'était le jazz, notamment sur la côte ouest. On voit tout un passage où il y a Elis Regina, la chanteuse brésilienne, qui cite comme influence Chet Baker, tu vois. Oui, bien sûr. Et aussi. donc il y a, alors je sais plus comment s'appelle ce saxophoniste dont tu parlais, J'oublie aussi. mais en tout cas il faisait partie des premiers jazzmen milieu des années 50, ça doit être 53-54, à intégrer en fait de la samba dans le jazz américain. Ouais. Donc, et puis c'est passionnant de voir comment ils se nourrissent mutuellement en fait, ces Ouais, genres-là, quoi. aussi le respect qu'il y a entre les artistes aussi, et tous en fait se congratulent en fait un peu de. Non, et puis encore une fois la sommité qui est Tenorio, en tout cas, ce qu'on nous en dit, quoi, c'est que c'était une immense figure. Il y a même Bill Evans, à un moment, qui vient au Brésil pour faire un concert, et Tenorio et sa femme mangent avec lui le soir, quoi. Oui, c'est ça. Donc Bill Evans, bon, voilà. C'est un mec assez reconnu, en tout cas dans son milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on crée la première heure, on crée un peu sa légende, on le cherche un peu. C'est pas le sujet principal du film. Il parle jamais, en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est une présence. Ouais. Une présence un peu comme une musique qu'on aurait en tête, quoi. Mais effectivement, c'est le sujet du film, mais en fait, il reste inaccessible pendant tout le film. C'est ça qui est super intéressant. On a dit qu'il a beaucoup de talent, qu'il a composé un album, etc. Et c'est là et au bout d'une heure, qui existe vraiment d'ailleurs. Je vous conseille, l'écoute, il est formidable. Allez-y, on vous en mettra peut-être un bout à la fin de l'épisode. C'est sûr. Mais voilà, et donc c'est à partir d'une heure de film, il me semble, ou à la 45e minute du film, que là, Trueba, ou en tout cas Goldblum, son personnage de journaliste, dit bon, mais là, à la base, il partait pour écrire un bouquin sur la bossa nova. Il dit bon, là, mon sujet. C'est la journaliste qui lui dit ça. La productrice l'éditrice lui dit écoute, il y a un meilleur sujet, c'est vraiment Tenorio Junior, t'arrêtes pas de m'en parler, et ce gars, faut que t'arrives à enquêter sur ce qui s'est réellement passé autour de ce gars, et c'est là que ça devient une enquête qui est plus tournée vers l'histoire de l'Amérique du Sud, en tout cas dans les années 60-70, à travers donc une tournée de musiciens. Donc en gros, c'est Vinicius, qui est ce fameux poète qui a écrit à l'époque tous les grands titres de bossa nova à la fin des années 50, qui décide de faire une tournée en Argentine en 1976, début de l'année 1976, et qui emmène avec lui une flopée de musiciens, dont Tenorio Junior. Ouais. Tenorio Junior, du coup, qui suit ces musiciens, et donc faut aussi savoir que avant qu'on apprenne cela, il va essayer d'interroger sa femme, et on apprend donc qu'il a eu des enfants. Il interroge aussi ses enfants, Tenorio Junior. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les gens qui l'ont connu sont encore vivants. Ils l'ont connu soit quand ils étaient très petits, soit quand ils étaient plus jeunes musiciens avec lui, et donc encore une fois, quand on est enfant, on va valoriser plutôt son père. Eux, ils nous disent bon, il était un peu absent, mais en vrai, quand il était là, c'était un père totalement absent. C'était un père formidable. Ils disent quand même qu'ils ont plus l'idée de l'ambiance qu'il y avait à la maison, l'ambiance musicale qu'il y avait à la maison, que des souvenirs réels de leur propre père. Globalement, c'était un musicien en tournée, et qui s'en foutait un peu. C'était un artiste qui a trompé sa femme, du coup, qui avait une maîtresse. Sa femme le sait au moment, je sais plus si elle sait qu'il avait. Sans doute, en tout cas. Plus ou moins, sans doute un peu. Mais elle, on apprend qu'elle a jamais vraiment voulu en parler. On sait aussi que quand Trueba essaye de la joindre, en fait, tu peux la joindre uniquement via parce qu'elle vient à la campagne, dans un coin extrêmement reculé. C'est ça. Donc tout est hyper. On sent que l'interview est hyper difficile à organiser. En tout cas, l'histoire autour de ce gars-là est hyper difficile parce qu'en fait, c'est une petite histoire en soi dans ce qui s'est passé réellement. C'est ça qui est passionnant. C'est une victime parmi d'autres de la dictature. Mais c'est une petite histoire qui finalement grossit de plus en plus et finit par raconter la grande. C'est ça qui est passionnant aussi avec le film, quoi. C'est ça. Et donc voilà. Et donc sa femme va nous dire voilà, il était comme ça, comme ci. Et puis en fait, il est parti avec cette meuf. Et donc en fait, lui, il part en tournée avec une autre femme. Et c'est cette femme qui réussit à interroger dans un premier temps. Et elle dit écoutez, je peux pas vous en dire plus parce que c'est par respect pour sa vraie femme qui n'a jamais voulu trop en parler. Et finalement, après, elle accepte durant une soirée. Accepte, voilà. Donc on sent que c'est difficile. Il y a une progression en fait au fur et à mesure de l'enquête. Et quand je disais que c'était un film érudit tout à l'heure, moi, il m'a fallu 2 visionnages pour que je comprenne vraiment tous les tenants et les aboutissants. Et donc, effectivement, c'est très chargé aussi parce que il prend le temps de vulgariser un minimum, c'est-à-dire qu'il t'explique à chaque fois.
comment en fait est né les différents courants musicaux, notamment la bossa nova comme on disait tout à l'heure, comment politiquement en fait le pays était plus ou moins organisé. Mais bon, disons que moi j'ai feuilleté pas mal Wikipédia, si on peut dire ça, je me suis pas mal renseigné parce que c'est vrai que si, comme moi, vous avez une culture un peu fragile sur la politique latine, enfin américo-latine des années 60-70, le film vous met un petit peu à l'épreuve, quoi. Donc c'est vrai que c'est un film qui peut être assez exigeant aussi, mais c'est ce qui le rend aussi passionnant, quoi. Il y a des références, on parle notamment du triangle entre les plusieurs dictatures d'Amérique C'est ce que latine. je te disais, c'est l'opération Condor. Oui, l'opération Condor avec du coup l'enlèvement des enfants, etc., etc. Et donc voilà, on comprend. Donc moi j'étais au courant déjà de ce genre de trucs. Ah, mais moi aussi, mais de vite loin, fait, quand tu vois, même. mais de loin. C'est vrai que de loin. Puis il y a surtout une accumulation en fait de Oui, témoignages c'est ça. et de personnalités, et donc au bout d'un moment le film peut paraître assez vertigineux, C'est mais vrai. finalement c'est son but, étant donné que, comme tu dis, il prend racine aussi un peu dans le polar et dans le film noir. Et donc quelque part l'enquête aussi doit être cette espèce de nœud qu'on n'arrive pas à Bien défaire, sûr. quoi. Et d'ailleurs, la musique et le dessin va s'inspirer aussi du film noir, notamment dans la partie, enfin du coup en Argentine, où on apprend en fait que Ténor Junior a été enlevé En allant par chercher un erreur entre sandwich et guillemets, des cigarettes, en allant chercher un ouais. sandwich et des cigarettes pour sa compagne et qu'il avait par suivie. erreur. Et par erreur. C'est ça qui est absolument fou, parce qu'il avait des cheveux longs et une barbe. Voilà, donc on en était exactement. là au niveau de la répression, quoi. Et donc il est mort, on l'apprend d'une balle dans la tête. En cellule. En cellule. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, il n'appartenait à aucune mouvance et à aucune Ouais. organisation politique. Ils ont contacté l'ambassade brésilienne, les Argentins, et puis vu qu'ils avaient peur de son témoignage et de ce qu'il allait pouvoir dire, tu vois, ils l'ont tué. Donc, Ils l'ont tué, voilà. de sang-froid. Et donc, évidemment, comme le gouvernement brésilien était aussi une dictature à l'époque, voilà, c'était, voilà, il y avait une entente formelle entre les différents chefs d'État de l'époque. Et donc voilà. Et donc, En le cachant, encore en une le fois. cachant, ouais. Derrière, ils Parce ont caché que- l'assassinat jusqu'à la fin des années 2010. Ouais, c'est ça. C'est Tu disais complètement hallucinant. 2018. 2018, ouais. Si je dis pas de bêtises, j'ai regardé. Et donc ça veut dire que aussi, les enfants, la femme, Oui, tous qui les sont amis restés dans l'expectative. sont restés vraiment dans le mystère le plus total. Et d'ailleurs, c'est vraiment touchant. À un moment, il y a un témoignage d'une amie, je crois, espagnole, ou si elle n'est pas espagnole, bon, elle est d'un pays hispanique, je ne sais plus exactement d'où, qui dit c'était ça le plus dur en fait, c'est ce terrorisme d'État qui vous enlevait des gens et vous ne savez pas du jour au lendemain s'ils étaient morts ou s'ils vivants, étaient encore vivants, et donc vous vivez ou toute votre torturés, vie avec sans savoir. sans savoir. Parce Et, que c'est ça qui est vraiment odieux, quoi. il parle notamment, donc, quand il parle de l'opération Condor, il y a aussi il y a un espèce de motif d'espoir où des femmes et des grands-mères retrouvent leurs petits-enfants ou leurs enfants Dans à des l'autre- pays différents. dans des pays différents qui ont été enlevés. Alors, voilà. j'ai noté les chiffres, hein, c'est de tête 60 à 80 000 morts en l'espace de 10 ans, l'opération Condor. Et c'est 400 000 prisonniers politiques. Et là, je parle même pas des exilés. Oui, Les exilés, ça doit être un délire monumental. Et donc voilà, et donc c'est vraiment ça a été très très meurtrier. Si ça vous intéresse, on parlait du foot tout à l'heure, mais la Coupe du Monde 78 à l'époque, et pour le coup, et beaucoup de gens fermaient les yeux sur ce qui s'était passé, mais il y avait des morts enterrés sous les stades. Hein, c'était assez terrible. Voilà, donc c'est pour ça notamment moi que je m'intéresse. À part le foot, en fait, je me suis intéressé un peu à l'histoire de l'Amérique latine de cette époque. Mais oui, et donc en fait l'histoire de Ténor Junior s'inscrit dans la mais grande bien sûr. histoire de l'Amérique latine. Non, mais ça m'a fait penser à des films chiliens, moi, que j'avais pu voir quand j'étais au lycée à l'époque, notamment Nostalgie de la lumière. Si vous avez jamais vu, c'est un film absolument flamboyant qui du coup revient par le prisme, on va dire, du désert au Chili sur le coup d'état militaire de Pinochet. Et effectivement, ça crée des liens parce que c'est des situations similaires qui sont passées dans tous ces pays-là. Et le film a une certaine précision aussi, encore une fois, vu que c'est un documentaire, où il va vraiment aller jusqu'au bout. Donc il y a notamment tout ce passage où lui va à Buenos Aires et est accueilli là-bas par des gens qui s'occupent, on va dire, de la mémoire liée du coup à toute cette période-là.
et on va l'emmener dans la fameuse école de mécanique, donc qui était investie à l'époque par l'armée argentine et qui était un lieu en fait où on torturait les gens. Et donc il va aller sur place, on explique très clairement comment les gens étaient cagoulés, on expliquait que les femmes du coup pendant 6 à 7 mois quand elles étaient en grossesse, on leur mettait une cagoule autour de la tête, ensuite elles passaient 2 mois, 2 ou 3 mois, une fois qu'elles accouchaient, en fait, on enlevait leur enfant, elles les revoyaient absolument plus jamais de leur vie et on les tuait derrière. Enfin voilà, on parle quand même d'une période assez Extrêmement sombre. extrêmement sombre de l'Amérique latine et sans concession, et mélanger tout ça en fait avec La musique de la bossa nova qui est quelque chose de plutôt joyeux. pas tellement, c'est quelque chose de mélancolique aussi la bossa nova. Oui, Donc c'est moi vrai, c'est dans pour ça que certains- j'aime le film, c'est que, mais encore une fois c'est pas que de la bossa nova, c'est aussi beaucoup de jazz, on va dire latin. Et donc le film peut être très virevoltant par moments, extrêmement ravageur musicalement, et en même temps voilà, ça parle aussi des années de plomb, c'est comme ça aussi qu'on a appelé les années de la dictature brésilienne, et ça parle de la désolation, je veux dire, de dictature, et c'est là où le film est assez vertigineux, je trouve, des fois, quoi. C'est qu'il mélange différents registres, et puis on n'a pas parlé d'animation et de dessin Oui, depuis je tout voulais à te l'heure. relancer là-dessus justement. Parlons de l'animation pour finir. Bah écoute, l'animation c'est plutôt drôle, tu me donneras ton point de vue après, mais et je pense qu'elle peut un petit peu dérouter au premier visionnage, parce que disons qu'elle est, je l'avais dit tout au début de l'émission, peu animée. C'est-à-dire que il y a vraiment quasi aucune fluidité, je veux dire, dans le raccord d'image en image. C'est une animation qui est croquée. C'est une animation, ouais, qui est croppée, c'est ça. Croquée. Croquée, Ouais. tu dis, qui est ralentie. C'est ça qui est intéressant. Comme si vous aviez, je sais pas, des images manquantes, quoi. Quelque part, elle est très figée, en fait, cette animation-là. Et en même temps, les couleurs sont extrêmement vives et diverses, et donc c'est un espèce Normalement, quand il d'arc-en-ciel. ouvre la fenêtre, quand il arrive au Brésil, c'est assez flamboyant, la beauté du paysage, malgré on va dire le manque de finesse de l'animation qui est volontaire. Hein. Mais c'est. Ouais, tu dis, waouh, genre ça, t'arrives vraiment au Brésil, le côté, Ouais, c'est le ça. soleil, Bah, la danse. moi j'avais quasiment cette sensation d'être face à un sorte de roman photo, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, Un roman photo coloré, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages vont être des fois très bien représentés, même d'une manière plutôt réaliste. Je pense à un moment à la télé, on voit Vinicius parler de l'enlèvement de Tenorio, et donc là j'ai quasiment l'impression que c'est du photoréalisme, et en même temps des fois on va partir vraiment dans de l'abstrait le plus total, pour je sais pas, imager par exemple ce qui se passait dans les rues en fait au début de la dictature brésilienne, et on va avoir des changements aussi de couleurs qui sont des changements assez hallucinants, quoi. Des fois dans le film on va passer de quelque chose de très criard, de très saturé, avec quelque chose justement de très flamboyant, et c'est ça aussi qu'est le film, quoi. C'est-à-dire une espèce de grande expérimentation sur le rapport à la forme, sur le rapport aux couleurs, et en même temps un dessin qui est figé, mais qui, je trouve, enferme pas l'émotion. Moi, je suis plutôt ému quand même pendant le film sur quelques moments, et c'est ça qui me fascine, quoi. C'est que ça m'a fait penser d'ailleurs au niveau de l'animation pure, je parle pas du style de dessin, mais à la princesse Kaguya, tu vois, par exemple, ouais, je vois. Oui, c'est vrai qu'il y de a Isao Takahata, quoi. il y a C'est-à-dire quelque chose que de c'est la saccadé, princesse, en ouais. fait, tu vois, au niveau de l'animation. Effectivement, je te dis que ça déroute, ça fait bizarre à l'œil, quoi. On n'a pas l'habitude de ce style d'animation parce qu'il y a une hégémonie très clairement de l'esthétique du dessin animé américain, qui des fois permet pas en fait que ton œil soit habitué à d'autres modalités et d'autres essais esthétiques. Mais malgré tout, il y a quand même quelques séquences absolument sublimes. Donc, toi, tu me parlais tout à l'heure de la séquence de Mais l'enregistrement. c'est pas pour dire que c'était pas bon, hein, depuis Non, tout à bien l'heure. sûr, bien sûr, J'adore bien sûr. profondément, mais c'est Mais, une approche très différente. très différente de ce qui est fait aujourd'hui. Il y a la séquence de l'enregistrement de l'album de Tenorio Junior qui Ouais, est sur magnifique, avec la présentation des Mbalo. musiciens sur Mbalo. C'est peut-être la meilleure de l'album, avec Nebulosa. Mais, Alors il y en avait une autre, je crois que c'est Fin de Semana. Oui, peut-être, Je oui. vous la passerai à la fin parce que je tiens absolument à ce que vous Eh ben, puissiez l'écouter. on la passera à la fin. Mais voilà, ce sont des séquences absolument superbes, pas plus fluides que les autres, mais qui sont déjà très colorées. En fait, la couleur aussi joue son rôle, et la couleur. Chez toi, tu as vu Blue Giant.
qui parle de jazz aussi, Ouais, et qu'on a détesté qu'on n'a pas aimé tous les deux. Non, on l'a pas détesté. Mais On a trouvé que c'était un film performatif et absolument. Voilà. Et notamment vide, mais- les séquences dans Blue Giant, les séquences musicales sont absolument odieuses par rapport à ce que doit être un film qui parle de jazz et de bossa nova. Là, il y a très peu de séquences de musicales en fait, parce que le film ne tourne pas essentiellement sur ça, mais il y en a une, c'est celle-là. Et là, entre la couleur, l'animation, etc., on rend hommage à ce que doit être en fait de la bossa nova, du jazz, et En fait, c'est comme une reconstitution imagée. Oui, c'est ça. Et colorée, alors que Blue Giant, effectivement, va plus chercher le dépassement Oui. et la performance. Enfin, surtout les séquences enfin, elles sont quasiment de 3D, là tout en 3D dégueulasse. elles sont Et alors que là, il n'y a aucune 3D, quoi. C'est voilà, ça qui est impressionnant, quoi. le jazz et la. Enfin, il n'y a aucune 3D. Si, il y a un travail de 3D, mais je veux dire, parce qu'il y a du relief. Mais le jazz et la bossa nova sont des musiques qui normalement laissent beaucoup de place à l'improvisation. Et donc dans Blue Giant, il n'y a absolument pas ça, c'est dégueulasse et c'est très dommage parce que du coup ça tombe à plat toutes les séquences qui doivent être absolument. Mais c'est pas le sujet du jour. Et là, je trouve que justement, il le fait magnifiquement bien, Oui. où notamment le choix des couleurs, les contrastes qui sont utilisés, parce que ça, en fait, c'est des couleurs qui sont utilisées qui ne sont pas celles qui sont présentes dans la vraie vie, quoi. Donc ça rend le truc un peu Ça déréalise un peu totalement la onirique, chose. oui, voilà, c'est ça. Et ça, effectivement, ça associe des couleurs peut-être aussi à des émotions liées aux sonorités. C'est ça qui est super intéressant dans le film, quoi. Et qu'on voit jamais effectivement dans les films d'animation qui parlent de musique, quoi. Oui, c'est ça. Et je trouve que du D'ailleurs, coup, dans les films qui parlent de musique tout court. À part peut-être dans les comédies musicales des fois, mais oui. mais la du Jacques Demy, tu veux dire Demy. Oui, ou La La Land, à moindre. Oui. mais non, mais en tout cas, moi c'est ce que en fait moi c'est un truc en tout cas quand il y a des séquences musicales de ce type-là et qu'on les traite comme ça via l'animation, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je trouve hyper pas tant original, mais je trouve respectueuse des œuvres en tout cas de ce style-là en particulier. On voit qu'il y a quand même une passion immense en fait pour ce que représente de toute façon ce pan culturel brésilien, quoi. Oui, c'est pas un prétexte. Non, mais c'est clairement pas un prétexte. Enfin, même encore une fois, il y a une telle précision en fait de recherche et on voit que même des fois, je pense que ça pourra épuiser certaines personnes. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas un peu autiste de ça, quand on n'a pas une obsession, on se dit mais attends, mais à quoi ça sert de me raconter tout ça, quoi. Alors c'est-à-dire qu'on va jusqu'à recréer des anecdotes d'interviews de musiciens. Par exemple, tu vois, t'as le moment, moi que j'adore parce que j'aime beaucoup l'artiste, que je continue là, à découvrir récemment, et d'ailleurs le film a impulsé chez moi l'envie d'éplucher certaines discographies que je connaissais vaguement. Mais il y a ce moment où t'as un témoignage de Caetano Veloso, donc qui est du coup un des grands artistes de la fin des années 60 au Brésil et l'inventeur du tropicalisme. Si jamais vous connaissez pas, je vous invite à aller écouter Caetano Veloso, c'est un des plus beaux artistes pour moi du XXe siècle. Et il est en train de raconter un moment passé dans un train avec Tenorio où il lui a appris un petit peu le sens de l'harmonie et il recrée ça en animation, tu vois, où ils sont en train de chanter une carioca, je crois, tous les deux. Et juste pour le plaisir effectivement de l'aficionados, quoi, parce que très clairement ça aurait pu ne pas être là, ça n'aurait rien enlevé au récit. Et t'as même un moment où il va chez un gars compositeur un peu obscur qui trouve en fait sous ses pieds un bout de composition de l'album de Tenorio, et il le met sous le nez d'un pianiste qui en fait va rejouer ce qu'a composé Tenorio. Et ça aussi c'est la fin du film, ça. Oui, c'est la toute fin du film. Ah, c'est la fin. Tu vois, pour moi c'était milieu. En fait, le morceau que Tenorio avait écrit, c'est pour c'est pas Carlos Moura, je sais plus comment il s'appelle ce musicien, c'est un super pianiste brésilien aussi, et donc il porte son nom en fait. Oui, donc c'est pour ça qu'il lui apporte à la fin. Oui. Mais c'est et du coup il le joue. Il le joue, et tu vois la baie de Rio au loin, et ça se termine comme ça. C'est sublime comme idée aussi, tu vois, dans l'espace. Moi c'est marrant, c'est un film qui m'a un peu dérouté au second visionnage, plus qu'au cinéma. En fait, je pense que j'en avais le souvenir, comme. Donc quand on se souvient des choses, on les embellit souvent. Et je me souvenais pas que c'était si saccadé, tu vois, l'animation. Et quand je l'ai revu chez moi, un peu au calme, je me dis ah oui, quand même, j'avais oublié que c'était si. Mais parce que je pense que la musique ajoute beaucoup aussi à ce côté, on va dire, retenu et saccadé dans l'animation. C'est-à-dire que
ça donne de la vie à ce côté figé en fait de l'animation, la musique, et c'est ça qui est aussi extraordinaire. Je veux dire, Je pense avec, que j'avais moins aussi la surprise de l'histoire en fond, et du coup j'étais plus un peu dans l'analyse aussi. oui, mais c'est ce que je te disais, la première fois faut t'accrocher un minimum, hein, Oui, c'est ça. parce que le film il t'embarque et il te lâche jamais, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien de le voir au cinéma, c'est qu'il y a rien autour qui peut te faire. Oui, après, bon, moi j'avoue, je l'ai découvert chez moi et je pense qu'à peu près Non, mais bien sûr, 99% des personnes qui nous écouteront Bien après, sûr, qui bien auront sûr, envie de bien le sûr. voir, Parce que bon, ils n'auront pas le choix. Mine de rien, c'est un film très peu connu dans le. Enfin, il a pas eu, je pense, des entrées monstrueuses en France. Il est pas resté longtemps au cinéma. Est-ce que c'est un film qui est voué à devenir populaire? Je ne Non. crois pas. Pas du tout. C'est On quand va même pas un faire film- beaucoup d'écoutes sur ce film, mais on Non, voulait je vous en pense pas non parler. plus. Mais Parce que- non, mais parce que c'est absolument fabuleux. Et puis ça vous permet d'avoir un aperçu vraiment complet, enfin en tout cas pas complet, mais assez riche de ce qu'est cette musique extraordinaire qui est la bossa nova, qui est le samba jazz et le tropicalisme. Et en même temps, je pense que ça titillera votre curiosité pour essayer de plonger aussi dans la compréhension culturelle et politique du Brésil et de tous les pays d'Amérique latine. Parce que bon, quand on se dit, voilà, on a découvert maintenant un bout musical du Brésil, mais quand on a découvert un bout musical du Brésil, on peut aller voir tous les autres pays. Et je veux dire, entre le Pérou, entre l'Argentine, entre la Colombie, entre le Mexique, il y a tellement, bon, même si c'est plus Amérique latine, c'est Amérique centrale, mais voilà, il y a tellement de richesse en fait musicale dans ces pays-là que c'est un puits sans fond en fait. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Et c'est ça aussi que représente le film, c'est que c'est assez vertigineux pour le coup. Quand on termine le film, on a l'impression d'avoir pris à la fois un cours magistral sur ce que représente toute cette culture-là, et en même temps d'être au tout début de l'apprentissage. C'est ça. Voilà, c'est ça qui m'a fasciné aussi avec ce long métrage. Et encore une fois, ça n'arrive jamais qu'on traite ce genre de sujet de cette manière-là dans un film d'animation. Et oui, c'est vrai. Et en plus avec franchement, c'est le seul exemple que je connais. Hein. Et aussi passionnément, surtout. Et aussi passionnément. Et on l'a peut-être pas dit assez, mais la passion qui se dégage de Trueba vis-à-vis de cette musique est folle, quoi. Et elle nous emporte aussi par l'animation, mais surtout par ce qu'il en dit et la précision qu'il apporte à tous les témoignages. Et voilà. Et donc c'est un vrai travail d'enquête, en tout cas, presque un documentaire animé. C'est assez rare pour le souligner. Si vous le cherchez, il me semble qu'il est dispo sur Amazon Prime. Alors, malheureusement, je crois que cet épisode va être diffusé fin août, fin juillet, pardon. Donc il sera plus disponible sur Arte, mais là en ce moment il est dispo sur Arte. Ah, ok. Ouais, et peut-être qu'ils vont prolonger sur Arte. En tout cas, moi je l'ai vu sur YouTube tout simplement. Je l'ai vu sur Apple TV, il me semble. Même. Ça donne les noms. Non, peut-être Amazon. Non, Amazon Prime, oui. Non, mais tout ça pour dire qu'il est facilement accessible de toute façon sur Internet. S'il n'est pas sur Arte, il sera autre part. Et ça ne ressemble en rien à ce que vous pouvez voir dans le film d'animation, et c'est pour ça que je pense qu'il faut y aller, tout simplement, et parce que ces sujets sont trop rares. Bien sûr. Et ces projets sont trop singuliers pour les louper, tout simplement. Et parce que la musique brésilienne, c'est quand même la vie, surtout en été. Oui. Au moment là, il où fait on a chaud, tout c'est la canicule. C'est le moment d'écouter. Buvez de l'eau et surtout écoutez de la bossa nova. Écoutez de la bossa nova, écoutez Caetano Veloso. Ou de la plage. Écoutez tous ces artistes absolument fabuleux. Et puis écoutez, et écoutez-nous surtout. Écoutez-nous aussi. N'hésitez pas à aller écouter les séances spéciales précédentes. Sur ce, on vous laisse avec et on vous laisse avec un morceau piano de Tenorio pas que Junior. au piano, un morceau avec un piano et un petit orchestre de Tenorio Junior. Donc tu as le titre. Junior. Tu l'as dit. Fin de semana. Alors, tu l'as oublié. C'est ça, c'est fin de semaine, quelque chose comme ça. Je vais pas me risquer à prononcer ça à la brésilienne. En tout cas, l'album donc de Tenorio Junior disponible sur tous les applis de streaming. Pour le coup, vous le trouverez partout. Qui s'appelle Mbalo. Tenorio Junior, Mbalo, sorti et donc dispo partout. En 64, l'album. C'est son seul album. Sorti en 64, seul album. Vous trouverez que ça sur sa discographie. Donc allez-y, allez l'écouter. Mettez-le vous une nouvelle fois au bord de la piscine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un épisode je ne sais pas, c'est toi qui as le calendrier. Normalement, au mois d'août, on va se retrouver pour un épisode de Jacques Demy, et il y aura aussi possiblement 2 films importants qui sont passés au Festival de Cannes, si on a le temps. Si on a le temps, oui. Si on a le temps. Mais normalement, il y en aura au moins un des 2. Faut aussi qu'on parte en vacances des fois. Ouais, on a le droit, tu vois. Bon, en tout cas, on vous dit à très très vite, et puis bon été. Bon été, ciao. Ciao.